aventure avec Jean-François et Bernard. Donc en fait, hier j'ai fait des heures, j'ai 2010 et 2009 quand on s'est rencontrés à l'Académie des sciences, avec une idée de faire quelque chose d'un peu pas banal. Alors bien sûr, le lieu emblématique, c'était le Muséum d'histoire naturelle la première fois, et donc on fait ça l'année, dédiée, je vous le disais hier, à une réflexion mondiale sur la biodiversité et son érosion. Alors on va partir là-dessus. Non, on n'a pas d'image, là, ça marche pas. On peut avoir l'image, je ne sais pas. Oui. Donc simplement, comment réagir? Alors en fait, quand on prépare un tel colloque, comment est-ce qu'on fait? On s'assied autour d'une table, on réfléchit à ce qu'on veut traiter. On choisit des thématiques. Et quand on les a choisis, on choisit les gens les plus top possibles pour en parler de la meilleure façon possible. C'est comme ça qu'on travaille. Bon. Et puis c'est vrai qu'on a aussi un club d'amis, hein, parce que c'est pas évident de réunir sur 2 jours le panel que vous avez eu là, je peux vous le garantir, autant plus que, bon, on est tellement chargé, en plus y prendre 4 ans à l'avance, ça marche pas. Moi, quand on me dit 4 ans à l'avance, est-ce que tu seras là? Je dis oui, je suis là, et puis je ne serai pas forcément là. Donc il faut à la fois démarrer assez tôt, mais pas trop tôt non plus, sinon on n'a personne. Donc c'est vrai que la question c'était de nous organiser. Alors après, il y a des problèmes de contraintes de temps qui faisaient que c'est vrai que j'aurais préféré qu'on parle d'économie sur une seule fois, on en a parlé 2 fois, mais c'est tellement important il faut bien rappeler, on me dit qu'en pédagogie, il faut rappeler, rappeler, rappeler. Et l'idée ici était, par rapport au colloque de 2010, de proposer quand même un peu quelques pistes. Hein. En 2010, on avait fait un état des lieux, on avait regardé, on en a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avec Chantal, on lançait le colloque en mai 2010 à Chamonix, qui s'appelait « Quelle gouvernance pour réussir ensemble ?» Et Jean-Claude Amezen était d'ailleurs notre animateur. On faisait connaissance à ce moment-là, on discutait, et puis on partait sur des idées diverses et variées. Voilà, je voulais vous montrer celle-là, si on peut éteindre ici. Donc, réitérer un événement comme ça, en fait, on l'avait en tête de le faire 2 ans après. On s'était dit, ça serait bien 2012, et puis on s'est rendu compte avec Jean-François qu'on n'était pas prêt en 2012. Donc ça prend toujours du temps, d'autant plus que le volume issu de la première issue, justement, du colloque des 29 et 30 octobre 2010 n'est sorti qu'en novembre 2012. Alors on a pris un petit peu de temps. Et bien sûr, j'ai saisi l'opportunité de cette élection par les professeurs du Collège de France à cette chaire pour me dire, ben voilà, le tome 2, on ne le fera pas au muséum, on le fera au sein du Collège de France. Et j'en étais ravi. Et pour moi, ça a permis de rebondir après une leçon inaugurale à la mi-décembre et 9 cours publics. Hein. Vous avez 9 heures de Gilles Boeuf sur Internet, sur le collège, qui vous raconte des histoires cette année, en français et en anglais. Vous pouvez toucher des copains à l'extérieur. Ce colloque était pour clôturer. En plus, pour moi, c'est un moment un peu émouvant. Moi, je clôt ici mon année au Collège de France 2013-2014 sur une thématique générale qui a été critiquée ce matin, je vous comprends, hein, par Chantal tout à l'heure, bon, développement durable, sustainable development, bon, on en a beaucoup parlé, qu'est-ce qui est durable? Pour un biologiste, en plus, le développement, c'est bien autre chose. Hein, on part du zygote, du premier zygote, puis après, ça s'arrête quand? C'est une vraie question. Donc, là-dessus, chaque impétrant de la chaire en question a le droit, durant l'année durant laquelle il s'exprime, de choisir une thématique. Alors, il y a eu des gens aussi prestigieux que Nicolas Stern qui sont venus sur cette chaire, et moi j'avais choisi, bien sûr, ma spécialité étant celle-ci, de croiser humanité et biodiversité. Et donc ce colloque venait clôturer effectivement cet enseignement et nous permettait de rebondir sur ce qu'on avait fait auparavant. Donc une fois qu'on a réussi à trouver la date, hein, et la date, en fait c'est tout simple, la date on la trouve avec la disponibilité de l'amphithéâtre Marguerite de Navarre. Vous voyez, ce n'est pas des choses qui sont particulièrement stimulantes. Une fois qu'on a une date, il faut réunir des gens. Et puis il faut essayer de trouver un système qui fera qu'une mayonnaise va prendre face à un public. Et vous avez été bien sûr aussi des participants, des participatifs très importants pour nous, parce que c'est assez frustrant pour des orateurs de raconter des histoires et de ne pas de recevoir quelque chose en contrepartie. Donc cet événement, je vais le clôturer ici sur quelques réflexions générales sur une suite. Hein, donc c'est vrai que déjà, dès hier matin, on vous disait, on n'est quand même pas très prêt à vous donner des solutions tout de suite ce soir, donc peut-être qu'il faudra un 3e colloque, et après je ne sais pas, alors on verra, est-ce que c'est dans 4 ans, je ne sais pas où je serai, ce que je ferai, dans quel lieu, mais on peut imaginer déjà, avec mes 2 compères, continuer à vous proposer justement une réflexion commune sur ces thèmes d'intérêt. Alors je vous ai mis ici une image avec les grandes questions environnementales dont on parle en permanence. Énergie, on en a beaucoup parlé. Eau, on en a parlé un petit peu. Biodiversité, hein, j'en ai beaucoup parlé. Climat, on en a parlé. Pollution également. Et surtout, interaction de l'humain avec cette nature. Et je vous ai mis une image ici qui m'a beaucoup touché. Cette image, on l'a prise l'an dernier près de Madjaanga, à Madagascar. Le muséum a une réserve depuis pas mal de temps, un lieu d'étude de lémurien. Le propithèque couronné vit sur un manguier sacré
avec un chaman local qui est capable de les appeler et ils viennent. Alors que quand on va faire des photos, je vous assure que ce n'est pas si simple que ça. Lui, il sait faire ça. Et à Majawanga, il y a toute une série, parce que c'est une réserve qui est à la fois continentale et marine. Et il y a des îles qu'on explore régulièrement, on y est depuis 19 ans. Et l'an dernier, en allant sur cette île, on découvre une population. On était allé 15 jours avant, il n'y avait personne. Et il y avait il y a des gens avec cette jeune femme qui était là. Et bien sûr, très surpris, on est sur une zone qui est effectivement considérée comme protégée. Alors, il y a des traces d'occupation arabe, il y a à peu près 3 siècles, mais rien depuis. Et en fait, elle raconte son histoire. Elle me dit, voilà, on a fui la région de Tuléar. Tuléar, c'est à 1000 km au sud. Hein. On est venu à pied. Le climat a changé, la forêt est partie. J'ai une amie qui est professeure de biologie à Tuléar. Elle me disait, jusqu'à il y a 5 ans, je pouvais emmener mes étudiants dans la forêt de Tuléar. Elle est finie, il n'y en a plus. Il n'y a plus un arbre. Donc, ils sont partis vers le nord. Puis, ils ont marché. Et puis, ils arrivent dans un terrain où, ben, écoutez, il n'y avait pas des gens installés à cet endroit, on s'installe. Donc là, le sujet est dramatique parce qu'on vit tout ce qu'on a raconté ici, à la fois un climat qui change, à la fois des systèmes aveugles de déforestation, dans lesquels ne sont pas impliqués que les grands groupes. Hein. On déforeste aussi petit, quand on fait des abattis sur brûlis, on contribue beaucoup aussi. Alors, c'est pas beaucoup, quelques centaines de mètres carrés. Mais quand vous avez des milliers, des milliers de petits, ça finit par faire des surfaces importantes. Et on se retrouve dans une zone. Et là, le dilemme est cruel, parce qu'on peut aller voir effectivement l'armée locale. On dit, écoutez, c'est pas possible, ils sont installés dans la réserve qui est là. Nous, on travaille dessus depuis longtemps. Je ne me sentais pas le courage de faire ça. Alors, je ne sais pas comment ça va se terminer. Hein. On va discuter, on ne va pas labrer. Hein. On fait souvent ça en Afrique, et Madagascar, c'est spécial. Et je ne sais pas comment ça va se terminer pour cette population. Et ça, tous les jours, en permanence, on vit ces questions-là. Vous vous rappelez, j'ai une autre image à vous montrer. Ça avance plus, je ne sais pas. Ça marche. Décidément, ça a marché ce matin, là, ça ne marche plus. Là. Je voulais avancer un petit peu, je ne sais pas comment on peut avancer. Où est-ce qu'il est parti? J'ai une autre image, en fait, où on voit en fait, des réfugiés sur un bateau arrivant après les événements de Tunisie à Lampedusa, en Italie. Et là, la question, elle est partout la même. Comment sommes-nous préparés, justement, à ces interactions, justement, humanité, changements globaux, dans lesquels on voit des questions énergétiques, des questions d'eau, de biodiversité, et puis également, bien sûr, de pollution. On a abordé ces questions particulières, et la vraie question qu'on a posée cet après-midi, c'est comment est-ce qu'on réagit collectivement à ces problèmes particuliers. Donc, je n'arrive pas à le faire avancer, tant pis, on va rester comme ça, c'est pas grave. Donc, quelles sont les possibilités? Oui, mais ça ne marche pas. Il faut le relancer, je l'éteins alors? Ah bon, bah, je l'éteins à 2 minutes, puis je relance. Mais de toute façon, si, on peut redémarrer, hein. On peut redémarrer. On va voir si ça marche. Donc tout ceci pour vous dire que on a abordé un petit peu tout. J'ai beaucoup aimé avoir aussi la position de l'entreprise. Je disais ce matin, en fait, le système est de la recherche fondamentale. C'est fondamental. Hein. Je suis très ami avec Albert Fert, prix Nobel de physique en 2007, qui disait que son prix Nobel, il l'a eu grâce à un papier qu'il a fait en 1988, qui consistait à mettre en fait du courant électrique dans des couches ultra fines de semi-conducteurs. Il découvrait en fait des choses nouvelles, la spintronique, hein, la magnétorésistance géante, qui vont, sur le moment où il publie ses résultats, servent absolument à rien, et qui, 20 ans après, nous ont permis de booster nos ordinateurs, quand ils marchent, hein, par au moins 50 fois plus de rapidité dans l'exécution des programmes qu'on leur donne. Ça, c'est très important. Cette recherche, elle a un continuum vers une recherche qui est finalisée. On ne peut pas imaginer une recherche uniquement pilotée par les questions de société ou par l'aval, même si, bien sûr, on doit tenir compte de ces questions particulières. Ça, c'est très important. Et puis, ensuite, le monde de l'ingénieur. Et ça, on le voit très bien justement dans ce que présentait Claude Grison ce matin, où quand le monde de l'ingénieur s'empare des connaissances fondamentales qu'on a pu élaborer, eh bien, il invente des technologies. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, une notion d'espoir importante pour moi, c'est qu'on n'a jamais eu autant de connaissances, on le disait hier, on n'a jamais eu autant de capacité, effectivement, à élaborer des systèmes à la fois technologiques et intellectuels et scientifiques sur des questions particulières, on n'a jamais eu autant de moyens faramineux de communication, hein, pour envoyer ces résultats partout et les partager avec l'ensemble de l'humanité. Et ce que disait Ismaël Serra-Geldin ici au Collège de France il y a quelques années, c'était que ce fossé se creusait toujours entre le nord et le sud. Donc comment est-ce qu'on utilise ces connaissances et quel est le rôle du scientifique? Et justement, je réagissais à ce que disait tout à l'heure Chantal et puis ici Eric, sur l'image du scientifique qui a été ternie par différentes histoires, dans lesquelles il était plus ou moins partie prenante. Je ne vais pas non plus entièrement exonérer le monde scientifique. Hein. Il y a des scientistes aujourd'hui que je combats fortement sur des idées qui ne sont absolument pas en relation avec ce qu'on vous a proposé durant ces 2 journées de réflexion. Donc simplement, c'est
ces réflexions globales qui sont menées dans un monde général, c'est comment est-ce qu'on communique entre le scientifique, l'ingénieur, le monde politique, le monde associatif, et ce qu'on appelle globalement la société civile. Et j'aime bien l'entreprise, parce que ce matin, c'est l'entreprise qui crée les emplois. S'il n'y a pas d'entreprise pour valoriser quelque part un jour des découvertes qui sont technologiquement rendues possibles et qui nous permettent effectivement un certain progrès, on pourrait revenir sur la définition du progrès, on ne pourrait pas avancer. Donc le vrai travail que nous avons à faire, et c'est pour ça que c'est difficile, effectivement. Tant plus que je vous disais hier, en fait, la transition écologique, bon, elle ne séduit pas vraiment les investisseurs, ce n'est pas leur truc. Hein. Parce que le problème actuel est sur une économie qu'on a beaucoup évoquée. J'ai beaucoup aimé les propos de Cohen ce matin. J'ai découvert d'ailleurs le rôle du beau-frère, hein, ça m'a beaucoup plu, ça. Sur le travail des femmes, je ne connaissais pas. Nous a amené à dire finalement comment continuer à faire de la croissance dans un monde que l'on sait fini. Je vous ai montré hier des images du Kalimantan où 88 millions d'hectares de forêts tropicales sont partis sur une trentaine d'années. On parlait de Bornéo tout à l'heure avec Philippe. Et bon, où vivent aujourd'hui les derniers tigres de Sumatra, les orang-outans? Et ce dilemme terrible entre le donneur de leçons européen qui va là-bas et qui dit bah, « arrêtez de couper votre forêt, c'est pas possible, regardez ce que vous faites, on n'aura plus d'orang-outans ». L'Indonésie, 250 millions d'habitants, je pensais tout à l'heure aussi aux prévisions démographiques que nous faisait M. Lebras tout à l'heure, bon, ils ont le droit de se développer, hein, ils ont le droit aussi, bien sûr, au gâteau général de l'évolution générale technologique qu'on a sur la planète, et aussi, même je dirais, ils ont un bonus par rapport à nous, ils ont le droit de rattraper des choses auxquelles ils n'ont pas eu accès auparavant. Donc, surtout, revenir à un rôle qui n'est plus un rôle de donneur de leçons. Quand ça a été mal en Europe, il y a 3-4 siècles, et qu'on avait ces épidémies terribles, hein, je vous rappelle que les seuls points d'inflexion sur la courbe de démographie humaine, ça n'a pas été les guerres ni le terrorisme, hein, ça a été des pathologies infectieuses. Quand l'économie tournait très très mal, qu'est-ce qu'on a fait? À un coût moral et éthique immonde, on est parti mettre en esclavage l'Amérique, l'Asie et l'Afrique. Eh bien, on ne peut plus faire ça aujourd'hui. Il n'y a pas de place. Parce qu'on ne sait pas quitter cette planète qui est la nôtre. Donc la seule solution, c'est effectivement de nous organiser tous ensemble pour qu'on puisse changer, puisqu'on trouve tous ensemble que le système actuel, le constat est quand même pas terrible, que l'on change collectivement dans un système où de toute façon, on va s'organiser sur cette planète avec la démographie qu'on a imaginée ce matin, les dégradations sur les écosystèmes qu'on voyait aussi, qu'on arrête exclusivement de créer de la richesse sur une destruction des écosystèmes, même si ce mot ne plaît pas aux gens à Sciences Po ou à l'ENA, ça m'est complètement égal. Moi, on voulait aller faire un cours d'écologie à l'ENA, je n'ai pas d'étudiants parce qu'on me dit votre cours il est facultatif. Bon, donc il y a un vrai travail. Alors, je m'étais dit, bon, demain, quand je verrai un homme politique important qui a un pouvoir de décision là-dessus, je dis rendez obligatoire le cours d'écologie à l'École nationale d'administration. On m'a dit maintenant qu'ils étaient prêts à nous écouter. Très bien, parce qu'ils sont intelligents. Donc je pense que si on est persuasif et si on sait bien parler, ils vont nous écouter. Peut-être qu'on arrivera à les convaincre en partie. C'est une vraie question intéressante dans le discours qu'on élaborait tout à l'heure. Donc le rôle du scientifique, c'est pas un rôle de catastrophiste. Si je m'en défends, le mot catastrophe, je ne suis pas là pour coller la trouille aux gens, comme je dis souvent. Les gens ont peur du changement climatique. Les gens n'ont pas du tout peur aujourd'hui des pertes de diversité biologique. Ça n'est pas peur. On me dit, oui, votre truc qui a disparu à tel endroit, on s'en fiche, c'est pas mon problème. Décidément, j'ai des problèmes avec mon truc, là, moi aussi. Je vais vous montrer une image, quand même, pour vous montrer cette nature qu'on a idéalisée. Regardez, comment les écosystèmes réagissent lorsque, effectivement, il y a des agressions ou des problèmes. Vous avez un système, effectivement, où lorsque l'agression se produit, l'écosystème va réagir à l'agression, quelle qu'elle soit, d'une pollution, une destruction, tout ce que... Enfin, si vous enlevez tout, ben, il ne réagira plus, il n'est plus là. Hein. Donc ce qu'on appelle la résistance à l'agression, quelle qu'elle soit, souvent d'origine anthropique de l'écosystème. Et ensuite, c'est la résilience. Ça veut dire c'est le retour à un certain état, proche ou non de l'antérieur. J'aime pas le mot équilibre. Dans la nature, il n'y a pas d'équilibre. Ou alors il est tellement fugace qu'on n'a pas le temps de le voir. C'est un peu différent. Il y a une certaine harmonie, on en parle souvent avec Guillaume Lecointre, d'organisation de systèmes qui font que ça marche bien ensemble, et puis effectivement, quand tout le monde est là au bon endroit, bien organisé, ça tourne pendant un certain temps. Mais c'est en perpétuelle évolution. Je disais hier que le terme de conservation de la nature me plaît pas beaucoup, parce que la nature a toujours évolué. Ce qu'il faut conserver, c'est sa capacité à réagir. Et la vraie question actuelle, nos écosystèmes ont-ils la puissance de feu pour justement être capables de conserver leur capacité d'évolution? Et si, bien sûr, on a coupé la forêt tropicale, c'est un peu compliqué. Alors, bien sûr, on s'intéresse à cette diversité, on dit, regardez comme la nature est belle, c'est magnifique. Hein, une plage de Guadeloupe, mais la nature, c'est ça aussi, hein, oui, un petit peu. Hein. Ce matin, je suis tombé sur un site, parce que je voulais apporter quelque chose, à 3 h du matin, qui s'appelle « Animaux les plus moches ». Ben voilà. Hein. Et vous voyez que ce poisson, le poisson globi-boulga, là, le pauvre Wakari chauve en haut, il n'est quand même pas verni par les dieux.
Le papillon du milieu ressemble à une crotte d'oiseau, hein, parce qu'il trouve que c'est sympa de remettre une crotte pour se protéger. Et puis, je vous ai mis aussi, bien sûr, un truc qui est un concombre de mer. Et en bas, c'est une laideur inventée par l'humain. C'est un chat bricolé par la génétique des humains qui vous fait un chat le plus laid possible. Et ça plaît. Il y a des filles qui veulent acheter ces chats ou des garçons. Hein. Je veux ce chat-là parce qu'il est vraiment beaucoup plus laid que les autres et que quand je les promène dans la rue, je me singularise par rapport à mes copines. Très bien. Donc, vous voyez que ces notions, effectivement, de nature diverse, elles sont quand même intéressantes. Mais à chaque fois qu'on montre quelque chose, on montre toujours cette image-là, en fait. Hein. Mais c'est ça aussi. Et peut-être, le rat taupe est génial. Celui qui est en bas à gauche, là, c'est le seul animal connu aujourd'hui qui ne développe jamais de forme de tumeur. C'est une bête extraordinaire pour le laboratoire de recherche. Alors, on m'a dit, le rat taupe nu, là, il nous en faut. Alors, il vit où? Quelques pays paumés dans la corne de l'Afrique. Il n'y en a pas beaucoup. Ne me les prenez pas tous, parce que, mis dans les laboratoires, est-ce qu'on va savoir l'élever? Comment on va travailler? Déjà, il fallait avoir le coup de chance qu'il fallait pour découvrir chez ce truc particulier, il n'y avait pas de cancer. C'est sympa, hein? Ça, c'est aussi une découverte qu'on peut faire comme ça par hasard. Donc tout ceci, c'est pour vous dire que ce n'est pas aussi simple que ce qu'on croit, et que parler d'espèces remarquables m'a toujours gêné. C'est comme les espèces nuisibles et utiles. La nature n'a pas inventé des espèces pour embêter les humains. Hein, quand une méduse invente un système il y a 800 millions d'années dans l'océan ancestral, elle ne sait pas qu'un peu plus tard vont arriver des humains qui vont tirer parti de la molécule qu'elle élabore lorsqu'elle subit un stress. Et j'ai une très belle histoire à vous raconter avec les militaires. Les sous-marins nucléaires français allaient dans le golfe de Biscaye. C'est les plus grandes machines de mort que l'humain ait inventées. Hein. C'est les têtes nucléaires. Aujourd'hui, elles ne sont plus dans des avions, elles sont dans des sous-marins nucléaires qui sont au fond de l'océan, qui partent 3 mois et qui attendent un ordre pour détruire toutes les villes de la planète. Et puis, on appelle ça un équilibre, moi je veux bien. Et puis il me dit, voilà, on a un gros problème. Quand notre sous-marin rentre dans le golfe de Biscaye entre le 10 et le 20 septembre, eh bien, il y a un truc qui est une petite cellule de phytoplancton qui s'appelle Goniolax, qui, ça a été inventé il y a très longtemps, quand on le stresse, il émet un photon. Mais il y a des milliards de Goniolax. Et quand le sous-marin nucléaire rentre dans la nappe de Goniolax, l'océan s'illumine. Et tous les satellites, bien sûr, américains ou russes ou chinois, voient une énorme tache, voilà, le sous-marin, il est là. Alors, la base de ça des sous-marins, c'est qu'on ne doit pas les voir, justement. Signature sonore, mais ridicule, des milliards dépensés pour qu'il n'y ait aucune signature sonore, aucune signature nucléaire, bien entendu, aucune signature de quoi que ce soit. Et là, le petit Goniolax, quand on l'embête, il fait des photons. Ah, mais écoutez, professeur, on vous donne tout ce que vous voulez, trouvez-nous un moyen pour nous débarrasser des Goniolax. Oh, ça allait jusqu'à mettre du cyanure dans l'eau de mer pour tuer au fur et à mesure où le sous-marin avançait. Je dis, écoutez, il n'y a qu'une seule solution. On ne va pas dans le golfe des Biscaye quand les Goniolax sont là. Alors ça choque beaucoup, évidemment, mais ça ramène à l'humilité que j'évoquais tout à l'heure, en fait. Hein. Donc l'humain est dans un système, de toute façon, autour de lui, et ce truc n'a pas été inventé par les Goniolax pour embêter les sous-marins nucléaires des forces de frappe mondiales 800 millions d'années après. Ça, simplement, si vous vous rappelez, c'est le schéma que je vous ai montré hier sur ce qu'on regarde aujourd'hui au niveau des grands déséquilibres, justement, de changement climatique, de perte de diversité. Et tout ça dans le contexte avec ici une image que j'ai trouvée aussi sur les réfugiés tunisiens à Lampedusa, qui sont des problèmes mais très concrets de tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Où on les met? Comment on va pouvoir les accueillir? Il se construit aujourd'hui entre l'Inde et le Bangladesh, on parlait du Bangladesh tout à l'heure, un mur. Les Indiens savent très bien que l'eau monte. Et ce mur va être là pour le jour où le Bangladesh, 400 millions de personnes sera sous l'eau, qui ne viennent pas chez eux. Alors, je peux comprendre qu'ils ne puissent pas les accueillir, mais comment on fait? Vous vous rappelez les vieux châteaux forts? On fermait les portes, on a tous vu ça au cinéma. Hein. L'envahisseur arrivait, et les pauvres malheureux qui restaient coincés quand les portes avaient été fermées étaient massacrés de tous les côtés. Et ces questions sont absolument prégnantes en permanence. Donc le rôle du scientifique, encore une fois, on l'a souvent dit, hein, il n'est pas là pour faire peur, il est là pour donner de l'information avec ses incertitudes. Heureusement qu'il y a des incertitudes. Et c'est là que le problème entre le scientifique et l'expert, et c'est difficile, parce que l'expert doit avoir des certitudes. Hein. Dans un tribunal, c'est comme ça et c'est pas comme ça. Nous, on donne des probabilités de réaction qui vont peut-être se produire, on donne des idées sur un état d'art dans quelque chose, ça gêne un petit peu. Mais c'est aussi ça, le système. Puis on découvre sans arrêt de nouvelles choses, avec des technologies maintenant qui nous permettent effectivement de mieux avancer. Donc il faut ramener effectivement le rôle du scientifique hein, dans le débat, dans des conditions particulières. Et par exemple, dans la loi actuelle de biodiversité, on était très inquiets, nous, parce que dans la loi, ça commence par le scientifique qui va collecter des papillons en Papouasie, au départ, est suspecté d'être un biopirate. Alors là, on ne comprend plus, effectivement, ça repose toute la question des grandes collections, des musées d'histoire naturelle. Hein. Et puis on dit, la loi sera rétroactive, la loi de 92, vous allez rendre à la Chine, ou vous allez rendre à la Patagonie ce que vous allez chercher durant l'expédition de 2003 ou 2005. Quand je suis allé rendre au Premier ministre du Vanuatu, il y a 2 ans maintenant, les résultats de sa biodiversité à lui, on avait trouvé 467 plantes qui sont originaires de l'île d'Espiritu Santo au Vanuatu, je lui rends sa biodiversité, elle est à lui. Hein.
Alors déjà, je ne sais pas ce qu'il en a fait, il l'a mis dans un congélateur jusqu'à ce qu'il tombe en panne, hein, puisqu'il n'y avait pas de musée d'histoire naturelle. Et puis, on a joué un rôle simplement d'aide à la description d'une diversité spécifique d'un endroit particulier. Et ça, on peut le faire tous les jours. Alors après, c'est à lui d'aller voir avec qui il pourrait valoriser ces plantes pour y trouver des substances d'intérêt économique valorisables. Ça, c'était l'aventure qu'on avait vécue avec Chantal en 2010. Hein. Quelle gouvernance pour réussir ensemble? Et c'est vrai, je vous disais que l'humain est très bon pour faire des conférences. On en a fait des tas. On continue maintenant, là. On a oublié à Rio l'an dernier la biodiversité et les océans. Donc, ceci... ramener une économie qui soit plus anthropocentrée, on l'a vu aussi, on en a parlé hier avec Philippe Frémaux, ce matin aussi avec Cohen. Je vous ai mis en bas une image que j'aime beaucoup, ça c'est une trace de chalutage profond à 1800 mètres. On me dit on a tout ratiboisé entre 0 et 400 mètres, mais non, on va à 1800 mètres. En 5 minutes, vous détruisez avec des chaluts profonds très lourds, avec énormément d'énergie fossile. Triner un chalut à 1800 mètres, c'est pas de la tarte, croyez-moi, hein. En 5 minutes, vous détruisez 1 000 ans de grandissement d'un écosystème pour débarquer des trucs tellement laids déjà qu'il faut enlever la tête pour les vendre, sinon c'est invendable. Et puis ensuite, c'est pas spécialement bon à manger, et puis l'humanité peut très bien se débrouiller sans ce genre de ressources. Donc passer à un système qui serait beaucoup plus écocentré, avec tout ce qu'on a évoqué, bien sûr, au cours de ces 2 journées, pour un vrai développement soutenable. Ça, je vous l'avais montré aussi hier, c'était... Dahle disait le socialisme s'est effondré car il ne permettait pas au marché d'exprimer la vérité économique. Et il disait, le capitalisme pourrait disparaître s'il ne permet pas au marché d'exprimer la vérité écologique. Là, on tient effectivement des notions très intéressantes à développer. Donc, réconcilier économie et écologie chez Homo sapiens. Je vous ai mis en bas une image que j'avais commentée aussi. Ça, c'est la plage de Bagnols-sur-Mer, le 20 août 2012, où s'accumulent des humains. Je vous disais, il y a des Belges, il y a des Allemands, il y a des Italiens, il y a des Parisiens aussi, bien sûr, des Hollandais. Et ils économisent 6 mois pour venir se tremper à 18h32 dans la même eau de mer bourrée de streptocoques fécaux, je ne vous raconte pas, hein, sans faire le prélèvement, je sais, ça comme bactérie dans l'eau. Ça, c'est un fantasme d'Homo sapiens développé aussi. Donc ça nous permet de nous réinterroger pour revenir à cette humilité qu'on évoque souvent, bien sûr, qui est très importante. Alors, parmi les pistes possibles, on a parlé des sciences participatives, j'y crois beaucoup, hein, faire participer le citoyen à un protocole scientifique. Il y a le mot « science », ça veut dire qu'on se met d'accord, le scientifique peut aller chercher le citoyen, ou le citoyen va chercher le scientifique. On se met d'accord sur des protocoles, et c'est magique. Et ici, sur un travail apparemment très banal, je disais, à partir de 10 000 personnes, 1,5 million d'heures d'observation, on a pu montrer qu'en 19 ans, nos oiseaux avaient fait 33 km vers le nord et nos papillons 114. Et que pour 1 degré de mieux, ils devront faire 250 km vers le nord. Ça, sans participatif, on ne peut pas le faire. Ils sont partout et tout le temps. Ce que ne peuvent pas faire ni les scientifiques, ni les gestionnaires chargés de l'environnement dans les ministères. Alors bien sûr, on a parlé de bio-inspiration, ça serait vrai que ce matin, on a parlé de chimie verte, il y a bien d'autres bio-inspirations possibles, hein. S'inspirer des formes, s'inspirer des mécanismes, des matériaux, des relations durables établies, ça séduit de plus en plus les entreprises, ceci. Et ça, c'est vraiment des voies qui sont intéressantes. Et je vous disais que ce petit coléoptère au milieu qui vit dans le désert de Libye, il vit dans un endroit où il ne pleut jamais, et tous les matins, il fait ça depuis quelques dizaines de milliers d'années, il lève le derrière comme ça, il offre le derrière au soleil, et il fait une goutte d'eau de condensation grâce aux structures de l'élytre. Avec cette eau, il a son eau pour la journée. Et tous les jours, il fait ça quand le soleil revient. On s'est inspiré de ces aspects particuliers pour faire des systèmes à Atacama, à la frontière entre le Pérou et le Chili, pour faire de l'eau dans un désert où il tombe maximum 2 mm de précipitations par an. Alors, vers où aller? Donc là, Jean-François vous a rappelé les thématiques qu'on a abordées au cours de ces 2 jours. Et effectivement, on s'est tous mis d'accord pour dire comment nous organiser pour changer. La question, elle est vraiment là aujourd'hui. Transition démographique, tout à l'heure, Hervé a dit, écoutez, oui, et tout le monde s'accorde à penser effectivement qu'on va plutôt aller vers un apaisement de la frénésie de développement et de naissance qu'on a pu avoir. Quand même, allez sur le site internet qui vous montre les bébés qui naissent humains par rapport aux défunts, c'est assez effrayant. C'est touk, 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 touk pour les bébés, c'est touk, touk, touk pour ceux qui meurent. Donc on continue quand même à augmenter de façon importante. Mais on irait effectivement vers des freins, probablement pour des raisons énergétiques qu'on a évoquées ce matin aussi. On disait hier aussi, on n'est pas condamné à vivre dans la frustration. La question, c'est d'être capable de vivre beaucoup mieux. Et j'ai beaucoup aimé les débats aussi, bien sûr, de ce matin et cet après-midi. On disait, en fait, le PIB n'est plus du tout un indicateur de bien-être. Hein. Et ce bien-être, on le mesure à une aune tout à fait différente de ce qu'on peut imaginer. Mais là aussi, c'est compliqué, parce que comment le mesurer? Je me rappelle une enquête qui avait été faite sur le bien-être. On demandait aux gens, êtes-vous heureux? Et là, c'était assez intéressant, parce que on demande ça à un vieil Africain, hein, il lui manque une jambe, il n'a plus une dent, il a une oreille décollée. Il dit oui, moi je suis assez heureux finalement.
Et après, le Parisien un peu plus bas, ah, il dit, moi j'ai mal au dos, écoutez, ma voiture ne marche plus. Donc vous voyez que la mesure du bien-être peut être très différente sur les populations et la façon dont vous posez la question. Ensuite, les vraies richesses, ben, c'est nous, hein, c'est justement c'est ce qui caractérise l'homo sapiens. Hein. C'est cette intelligence, cette façon de réagir, cette capacité à créer, à développer, à échanger avec des moyens de plus en plus performants. Donc organisons-nous, et pour ça, il faut peut-être être beaucoup moins arrogant et être beaucoup moins guidé dans la cupidité dans notre développement à l'heure actuelle. Donc, je vous le disais aussi, et ce que disait Galbraith en 2012, il disait « La planification écologique n'a pas vocation à remplacer le marché, mais à l'encadrer là où ce marché se montre inefficace. » Les pistes, donc sens participatif, je vais arrêter là-dessus, bio-inspiration, alternatives économiques et politiques, on en a parlé, c'est une vraie question. C'est souvent, on peut en discuter, c'est difficile à mettre sur le terrain tout de suite. Je pense qu'il faut à la fois aller vite, sans aller trop vite. Donc il faut trouver un subtil compromis, parce qu'on ne peut pas tout changer du jour au lendemain, évidemment. On l'a vu dans le cas du charbon, par exemple, en Allemagne, sur l'énergie ce matin. On va repartir les émissions de CO2. Il faut trouver un système qui soit jouable, collectivement aussi, et qui réponde bien sûr à la capacité de tous de s'adapter à ces systèmes particuliers. Mais pour ça, il ne faut pas l'oublier. On ne peut pas continuer dans un monde, aujourd'hui, on continue à gérer 80% des ressources et les utiliser à partir de 20% d'humains. Ça, c'est absolument pas soutenable, bien entendu. C'est aussi grandir en humilité, en humanité responsable, capacité à partager, à respecter, ce goût de l'harmonie que j'évoquais, rejeter cupidité et arrogance. C'est aussi ne pas trop entrer dans les discours culpabilisateurs, catastrophistes ou responsabilisateurs, c'est l'espoir. Et je crois que c'est très important pour nous de montrer en fait que l'État... On me dit souvent, comment vous restez optimiste? Je ne sais pas si le mot optimisme me caractérise. En tout cas, le rôle de réacteur à des choses qui se passent, sans baisser les bras, oui, ça c'est vraiment ce qui me caractérise. On se bat collectivement, avec les jeunes en particulier. Je ne vais pas les catastropher mes étudiants à 23 ans, c'est pas possible. Sinon, je leur dis, voilà, on fait tous des câlins ce soir et on se flingue tous demain matin. C'est pas ça le débat. Hein. C'est vraiment se dire, voilà, comment on s'organise tous ensemble, et pour ça, il faut travailler plus. Et mieux utiliser nos neurones que ce qu'on fait aujourd'hui. Finalement, beaucoup de choses qu'on a évoquées aussi, c'est de l'intelligence, la vraie, et du bon sens, ce vieux bon sens qu'on a un peu rejeté aux oubliettes, qui est absolument un trait de l'humain intelligent dans sa capacité à réagir. La vraie intelligence, c'est comment est-ce qu'on réagit dans une situation qu'on n'a jamais vécue, de la plus rapide manière possible. Et là, effectivement, ça, je pense qu'on peut le faire ensemble. Donc, mon appel, ça serait effectivement un appel ce soir auprès de tous. Imaginez déjà un troisième colloque, on peut rédiger quelque chose. Et je termine sur une phrase qui m'a beaucoup plu. Si je suis là avec vous ce soir, alors qu'au départ, moi, je suis endocrinologue, vous voyez, je n'étais pas prévu pour parler de ces questions particulières. Et puis j'arrête mes travaux d'endocrinologie en 2000. Je les continue, mais c'est pour le fun à côté. Et je vous lis un papier de Steve Palombi dans Science, qui disait... Il travaille sur les staphylocoques dorés. Et il dit que ça coûte, je ne sais plus combien de centaines de millions de dollars par an, la lutte contre le staphylocoque doré. Et il dit, Palombi, ce que moi j'avais étudié pendant des années, j'étais un endocrinologue environnemental, je m'intéressais à la longueur du jour, je m'intéressais au sel de l'océan, à la température. Tout ça, il dit, c'est vraiment bien que vous ayez fait ça, c'est bien, hein, mais aujourd'hui, ce n'est pas le principal moteur de l'évolution, c'est la présence d'une espèce qui s'est appelée Homo sapiens, parmi les 2 millions d'espèces connues sur la Terre. Et je me suis dit, écoutez, je change, hein, je pars sur autre chose, je serais beaucoup plus utile à discuter, à lire, à échanger, à travailler collectivement sur ces questions-là, qu'à continuer à faire mes travaux d'endocrinologie fondamentale, que je continue à travers de laboratoire de toute façon. Et donc il disait, Palombi, en estimant les vitesses d'évolution, en tentant de prédire les trajectoires possibles et en planifiant les mécanismes à l'avance, nous pourrions sans doute fortement réduire l'impact de l'humain sur les espèces et les écosystèmes et sérieusement améliorer les coûts économiques et sociaux de nos activités sur la nature. Je pense que si on arrive à passer à ça, on a des bonnes chances de s'en sortir. Mais regardez, ça fait déjà 13 ans qu'il a écrit ça. Merci beaucoup.